Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia El-Aouni. Bonjour, aujourd'hui dans Faites entrer l'invité, un portrait, celui d'un Marocain ou l'itinéraire d'un enfant gâté. Il est autodidacte, un Marocain résidant en France, fier de ses origines. Il était buraliste dans la région de l'Aveyron, jusqu'à une rencontre qui va bouleverser sa vie, celle avec le président français. Mon invité aujourd'hui fait partie de ces Marocains de l'étranger qui ont décidé de s'engager pour faire bouger les choses, rassembler, transmettre des messages, promouvoir leur pays des deux côtés de la Méditerranée, en clair, des militants. L'occasion pour nous de savoir comment nos Marocains vivent actuellement la campagne présidentielle en France. Rarement une campagne n'aura été aussi brutale, n'aura pris à partie autant les étrangers, les Arabes, comme disent les extrémistes, les musulmans, la migration devenue le maître mot, celui le plus utilisé comme outil de campagne sur les plateaux de télévision. C'est à celui qui sera le plus violent, tout y passe. Nous en parlons tout de suite avec mon invité, Ahmed Addaraz. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Fathia, de m'avoir invité. C'est avec beaucoup d'honneur et de fierté que je suis ici aujourd'hui. Alors, vous faites des allers-retours, comme tous nos MRE, assez régulièrement au Maroc. Là, vous êtes de passage, vous partez dans quelques jours. Et je saisis l'occasion de vous avoir avec nous. Tout d'abord, j'aimerais bien connaître, que vous partagiez avec nos auditeurs votre parcours, issu d'un petit village qui s'appelle Millau, c'est ça ? C'est ça. Alors, moi, je viens très régulièrement au Maroc parce que j'y vis pour une grande partie de l'année entre Paris, Millau et Casablanca. Effectivement, je suis né et j'ai grandi à Millau dans l'Aveyron, dans le sud-ouest. Dans le sud-ouest. On entend le petit accent. À quel âge vous êtes devenu militant ? Je crois que vous étiez encore adolescent, que ça a commencé déjà à vous titiller. Ah bon, j'ai commencé la politique très jeune. J'étais d'abord conseiller municipal enfant. J'étais très jeune, je devais avoir à peu près 11 ans, quand à l'époque Abdou Diouf, l'ancien président du Sénégal, était venu à Millau. Je lui avais remis les cadeaux de la ville de Millau. J'étais très jeune, j'ai une très belle photo avec Abdou Diouf que je garde dans mes bureaux parce que je la trouve tellement merveilleuse, ce grand moment avec un homme aussi impressionnant. Et puis ensuite, j'ai été conseiller général junior, très jeune également, puis conseiller régional des jeunes, conseiller national de la vie lycéenne, et puis ensuite je suis rentré dans la cour des grands où j'ai été élu sur la liste de Guy Durand à Millau. Là, vous aviez quel âge ? Pardon ? Vous aviez quel âge ? Je crois que j'avais tout juste 21 ans quand je suis devenu conseiller municipal et conseiller communautaire. Et ce qui vous a agacé, j'ai lu dans quelques interviews que j'ai retrouvées, ce qui vous avait agacé à l'époque, c'était tout ce qui se passait, le Front National, et vous vous êtes dit, je ne peux pas rester silencieux, il faut que je fasse quelque chose. Votre question me touche parce que effectivement, je me suis engagé en politique en France parce que je ne voulais pas du Front National. Je ne voulais plus de ce parti qui nous ostracisait, qui nous attaquait, qui nous stigmatisait. Et aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante. Et aujourd'hui, le discours d'un certain Jean-Marie Le Pen est devenu un discours ordinaire. Au sein de la République française, il ne se passe plus un jour où des fachos, appelons-les comme il se doit, n'ont plus peur des procès, n'ont plus peur des réponses d'une classe politique unie, puisque aujourd'hui, l'extrême droite a complètement. Voilà, à l'époque, il y avait un seul parti d'extrême droite, puisque vous parlez du Front National. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un, ce n'est pas deux, ce sont plusieurs partis politiques qui se servent pour leur campagne de la migration, où on parle de plus en plus de musulmans, de maghrébins. Vous avez entièrement raison, Fathia. Aujourd'hui, il ne se passe plus un jour, depuis un certain nombre d'années, sans que les musulmans ne soient pas stigmatisés. Il ne se passe plus un jour
sans que nous n'ayons plus d'attaques permanentes de la part d'une certaine classe politique. La droite républicaine n'existe plus aujourd'hui. Elle n'existe plus. Cette droite chiracienne, gaulliste, qui était une droite à la fois capitaliste, une droite dure, mais une droite républicaine, celle qui laissait toujours sa place aussi aux immigrés, celle qui tolérait, qui acceptait les immigrés, qui leur donnait une chance, qui leur donnait du travail, qui était favorable à l'ouverture des frontières avec un quota, mais avec de l'humanité. Aujourd'hui, dans la classe politique, la droite a perdu tous ses points cardinaux. Il n'y a plus de repères pour cette droite-là. Elle est allée en direction des plus extrémistes dans les propos. Aujourd'hui, nous avons... Mais comment le vivent justement nos Marocains, la communauté marocaine en France, à force de voir les plateaux de télévision se déversoir presque de haine, j'ai envie de dire, parce qu'on n'a jamais vu une campagne présidentielle comme celle-là, avec des mots aussi durs. Comment vit la communauté marocaine en France ? D'abord, il y a un candidat qui est un repris de justice, appelons-le ainsi. Éric Zemmour est une personne à multiples reprises condamnée par la justice française pour des propos discriminants, discriminatoires, racistes, xénophobes, antisémites, parfois, mais surtout anti-musulmans. Donc, il faut aujourd'hui le redire. Alors, nous, qui sommes des binationaux, qui sommes français aussi, français dont nous sommes fiers d'être français, et marocains dont nous sommes aussi fiers d'être marocains, nous nous sentons stigmatisés, nous nous sentons attaqués dans notre chair. Parce que ce que je dois, en tout cas, et ce que j'essaie de dire à cette classe politique-là, c'est qu'à force de nous attaquer, à force de nous mépriser, à force de nous mettre dans un recul permanent, eh bien... et dans une case, oui, on ne veut pas être vous, quoi. Bien sûr. Et on s'en sert comme... On nous attaque, on nous stigmatise, et en même temps, il n'y a plus personne, il n'y a plus ce barrage, cette barrière qui était autrefois, cette gauche qui était présente, qui était forte, qui savait dire non. Aujourd'hui, ce qui est regrettable, ce qui me fait beaucoup de peine, c'est que ce pays qui était la France, qui était une grande nation d'accueil, cette terre d'accueil, qu'il est redevenu depuis peu grâce à Emmanuel Macron et par exemple sur l'affaire Covid, sur l'affaire, lapsus révélateur, aussi sur l'affaire Covid, mais sur l'affaire de l'Ukraine, a démontré que parfois il y avait aussi de belles choses de la part de la communauté française. Mais effectivement, aujourd'hui, les musulmans de France sont stigmatisés. Et ça, c'est une réalité. Ceux qui détiennent une double appartenance, comme moi, qui sont des républicains, qui sont attachés à la République, se sentent méprisés, attaqués, violentés, au plus profond d'eux, comme je le disais tout à l'heure. Donc, mais est-ce que, nous allons combattre. Est-ce que les Marocains, justement, votent en masse malheureusement, pas assez. Et c'est pour ça que je suis très heureux d'être ici chez 2M, qui est le symbole emblématique de la communication marocaine, parce qu'aujourd'hui c'est le premier média marocain. Donc c'est pour ça que je suis très heureux d'essayer de transmettre ce message. Il faut impérativement que la communauté marocaine en France se mobilise. C'est un rendez-vous crucial. Il faut qu'elle aille voter. Moi, je ne leur dis pas d'aller voter pour Emmanuel Macron parce que je suis avec Emmanuel Macron. Je ne leur impose pas de façon dogmatique. Chacun a le droit. Mais il est important, il est primordial, il est crucial, il est capital que nos frères, nos sœurs, membres de la communauté se mobilisent pleinement. Il est important que nous rappelions, alors c'est très communautaire ce que je dis en même temps, mais il faut aussi que à cette attaque ad nominem contre les Marocains, contre les Algériens, contre les Sénégalais, contre les Africains, contre les musulmans, il faut qu'à un moment donné, notre réponse doit être républicaine. Et à cette élection-là, nous devons justement faire peser tout notre poids électoral afin que cela cesse, afin que cela s'arrête immédiatement. Ces attaques personnelles à l'endroit des musulmans de France, à l'endroit des Marocains, des Algériens, comme je le disais, doivent s'arrêter immédiatement. C'est facile, vous pensez, justement, pour les candidats à la présidentielle, de se servir
de la migration, parce qu'il y a effectivement, comme vous le dites, la stigmatisation vis-à-vis de l'ensemble du continent, parce qu'on a quand même entendu le mot noir revenir, mais devenir presque une banalité. Le mot musulman, vous avez raison, est lâché à plusieurs reprises. On se sert du voile, on se sert en fait de tous les clichés possibles et imaginables. En réalité, vous vous dites aujourd'hui, pour les candidats, en fait, c'est la facilité. Tout simplement d'essayer de... C'est une facilité parce qu'il n'y a personne en face pour répondre. Et puis l'incompétence de la quasi-totalité des candidats face au président Emmanuel Macron démontre qu'ils ne peuvent pas débattre avec lui sur des questions économiques. Ils sont dépassés par les questions économiques, ils sont dépassés par les questions sociétales, ils sont dépassés par les questions environnementales. Il ne leur reste qu'une seule chose, la chose la plus facile, c'est celle de s'attaquer à une minorité pour démontrer qu'ils sont forts face aux faibles. La communauté marocaine, aujourd'hui, on peut rappeler quelques chiffres, ça représente en France? Les Marocains en France, on doit être autour de 3,5 millions, je crois. Peu près, ouais, tout à fait. C'est quand même pas rien. Ce qui n'est pas rien, ce qui est colossal, ce qui est important. Et en même temps, les Marocains sont extrêmement bien implantés dans la République. Ils ont aujourd'hui... Ils sont intégrés, ils sont à des postes de responsabilité. Je regardais hier l'idée d'un projet de créer une association qui serait les Amis de Casablanca en France. Je regardais un petit peu le panel des personnalités que l'on pourrait mettre dans cette association. J'ai découvert que Alain Souchon est né à Casablanca. J'ai découvert que Patrick Drahi est né au Maroc. J'ai découvert que Xavier Niel avait des accords, enfin, il y avait une relation fusionnelle avec Casa. J'ai découvert Ils sont très nombreux. Ils sont extrêmement nombreux, mais ça va du monde économique, médiatique, politique, De Villepin qui est né à Rabat, Mélenchon qui est né à Tanger. Donc, bien évidemment, le Maroc est au centre aussi de plusieurs sujets, puisque au niveau gastronomique, le Maroc, a dépassé tout en termes de savoir culinaire. On a tous envie d'un bon couscous le week-end. C'est clair. C'est clair. Et est-ce que cette jeunesse marocaine vivant en France se mobilise sur la scène politique de plus en plus, avec votre regard de ces dernières années? Elle se mobilise un peu moins. Parce qu'on a vu la précédente présidentielle, on avait vu quelques candidats. Oui. On a eu beaucoup de députés marocains à l'Assemblée nationale, que je salue d'ailleurs dans leur ensemble, puisqu'ils ont fourni pour la majorité d'entre eux un travail exceptionnel, remarquable. Et vraiment, je tiens à leur adresser un salut très républicain et très amical, parce que je trouve qu'ils ont su trouver le lien parfait entre la France et le Maroc. Ils ont su faire un travail remarquable pour l'ensemble de ces parlementaires-là. Je tiens aussi à saluer des grandes personnalités, beaucoup de femmes. Je pense là à Najat Vallaud-Belkacem, qui a été une ministre de la République, que l'on peut tous reconnaître comme étant une grande ministre dans ses fonctions de ministre de l'Éducation nationale, où elle a su exercer des choses remarquables. On peut saluer une femme qui détonne et qui est exceptionnelle à titre amical et là aussi, avec qui je ne partage pas du tout l'idée politique. Mais Rachida Dati est pour moi une des grandes Marocaines qui a excellé et qui a su occuper un poste extrêmement central au sein de la République française. Elle a été la ministre de la Justice française, ministre qui n'est pas rien, qui est un ministère extrêmement important, un ministère régalien. Et là, je crois qu'elle a su aussi démontrer que les Marocains peuvent être brillants, ils le sont quand on leur fait confiance, et les Marocaines sont extraordinairement brillantes quand elles sont à des responsabilités. Voilà, donc oui, je crois que les Marocains, les Marocaines, beaucoup de Marocaines, dans leur mission, dès lors où on leur confie une belle mission, elles savent relever le défi, elles savent le faire avec brio et avec toujours beaucoup de courage. Quand vous parlez de politique, on sent l'engagement derrière vous. Il y a eu pour vous un avant et un après, parce que vous avez réalisé un rêve absolu de longue date. Vous parliez du chef de l'État et vous avez eu quand même une chance
assez incroyable, celle d'accompagner le président pour sa première visite officielle au Maroc. Et c'est là que beaucoup de Marocains vous ont découvert. Vous étiez dans cet avion présidentiel et qui venait, le chef de l'État qui venait rencontrer Sa Majesté. Écoutez, j'en parle toujours avec beaucoup d'émotion. Je suis très touché quand je parle de ce moment. J'imaginais quand j'étais dans l'avion du président de la République, mon papa et ma maman, en train de regarder 2M et de me voir descendre de l'avion de la République française. Et enfin, j'imaginais mon papa me voir saluer Sa Majesté, accompagné par le président de la République française. Et pour rien vous dire, la boucle était bouclée pour moi. Ouais. Moi, je suis un autodidacte, j'ai aucun diplôme scolaire, j'ai été un élève en difficulté scolaire. Mais que de voir ces deux pays réunis, que de les voir pour moi ensemble dans la joie et la bonne humeur, et avec quelque chose d'autant plus symbolique, qui était le premier jour de Ramadan pour le Ftor. Je crois que c'était, pour moi, c'est un des jours les plus merveilleux de ma vie. Que vous n'oublierez jamais. Que je n'oublierai jamais parce que quand j'ai eu la chance de saluer Sa Majesté, je ne vais rien vous cacher, Fathia, j'étais complètement tétanisé. Et en même temps, c'est comme fierté. Un rêve éveillé. Et puis oui, je crois que j'étais un peu comme un enfant quand il rencontre le Papa Noël pour la première fois. C'est un peu la même chose et en même temps quelque chose de magnifique. Alors c'est vrai que vous dites quelque chose de très très juste et je pense que ça touche tous les Marocains qui vivent à l'étranger, ce rapprochement et c'est viscéral, cet amour qu'ils portent à leur pays d'origine et quand ils reviennent ici, voilà, c'est chez eux, Darom la première en réalité. Et on sent toujours ce manque du pays avec les frontières qui étaient fermées. Les retours de nos MRO ont été extraordinaires. On a vu des larmes de joie à l'arrivée à l'aéroport. Mais il y a aussi cette notion dont vous parlez de fierté, d'être fier de quelque chose qui se rejoint justement entre les deux rives, en vivant là-bas, en ayant son pays. Bien sûr, et c'est ce que je disais ce matin. On voit bien que le royaume du Maroc a complètement été transformé ces 20 dernières années. Il a complètement changé, le Maroc. Le Maroc d'hier n'est plus celui d'aujourd'hui. Le Maroc aujourd'hui a une des diplomaties les plus extraordinaires dans le monde. Et on le voit, on l'a vu ces derniers jours. Et d'ailleurs, j'appelle de tous mes voeux à ce que la France et les pays européens emboîtent le pas de la grande décision de l'Espagne. Parce qu'il est temps maintenant qu'on transforme cet essai tous ensemble, collectivement, parce qu'il y a tant de choses à faire. Et que ce soit à l'échelle européenne. Mais à l'échelle européenne. Et la France doit être justement le leader là-dedans. La France doit dire oui, on continue, effectivement. Les Espagnols ont raison. Il faut qu'on travaille aux côtés des Marocains. Il faut que l'on avance. Il faut que la situation se règle. Le Maroc est un pays qui a su tendre la main à tous ses interlocuteurs, à tous ses partenaires, à tous ses voisins. Il a pris le lead au niveau de l'Afrique. Et aujourd'hui, nous, Européens, nous avons aussi besoin d'un Maroc fort, d'un Maroc qui soit un leader, parce que ça ne peut être qu'une solution quand on voit la nouvelle géopolitique. L'Europe a besoin d'une amitié forte avec l'Afrique. L'Europe a besoin de vrais relais tels que le Maroc. Et on a besoin d'un Maroc fort, tant pour une question de stabilité géographique, économique, mais pour des relations apaisées aussi parce qu'il s'en va des questions environnementales. On le voit bien. Il y a des pays sur la carte africaine et sur la carte du monde qui sont en train de s'effacer du fait de cette sécheresse. Et seuls des pays comme le Maroc pourront venir en aide de ces pays. Donc c'est pour ça que je le dis avec beaucoup de détermination et beaucoup de volonté, il faut que l'on crée encore plus de passerelles. Il est l'heure maintenant. Un exemple alors, quelle passerelle pourrait être encore davantage de se concrétiser assez rapidement? Il y a beaucoup d'associations qui existent et qui collaborent bien évidemment entre les deux pays. Mais qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de plus fort? Et je vais un petit peu plus loin dans ma question, de plus fort pour l'engagement de notre jeunesse.
Sur les questions jeunesse, nous avons des choses encore à faire. Je parlais là, par exemple, d'un partenariat probable dans les prochains jours avec Station A. Station A est l'équivalent de Station F en France, qui est un élément hyper important d'actualité. Comment on fait pour créer demain plus d'écoles dans le numérique, plus d'écoles dédiées au décodage, plus d'écoles pour pouvoir former cette jeunesse marocaine. Dans le domaine de l'innovation. Dans le domaine de l'innovation, des nouvelles technologies. Comment on fait pour qu'à Casablanca, un hub puisse voir le jour rapidement, accompagné par la France, par l'Europe et par aussi des partenaires africains, pour que l'on puisse faire aussi de Casablanca un lieu extrêmement stratégique dans le numérique, dans le digital. Et ça, c'est les rendez-vous de demain qu'il faut préparer aujourd'hui. Alors, vous nous parlez depuis tout à l'heure, on n'a plus que quelques minutes malheureusement, vous nous parlez depuis tout à l'heure de politique. Ça veut dire que vous avez, vous, envie de vous engager politiquement vraiment. Vous parliez et vous citiez en exemple quelques personnes, notamment des femmes devenues ministres en France. C'est la prochaine étape de vous engager davantage, de vous impliquer dans la vie politique française ? Fatia, je vous promets que très très prochainement, je viendrai vous voir pour vous faire une annonce. Ah, ben voilà, ça va nous laisser sur le qui-vive. Donc ça veut dire un engagement politique très concret à venir. Je viendrai vous voir, promis. Merci beaucoup, Ahmed Daraz, d'avoir été avec nous dans ce spécial Faites entrer l'invité. Attention, j'aime beaucoup les promesses et qu'elles soient tenues. Donc on se dit à très très bientôt. À très très bientôt. Merci encore. Merci à vous. Merci. Vivre avec vous.